Bonjour Christophe et merci d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous ce soir pour évoquer la situation aux États-Unis. Bonjour. Donc toi, tu es journaliste à l'UMA et tu as écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages qui font aujourd'hui référence sur ces questions-là. Les États-Unis, depuis plus d'une semaine, elles sont secouées par une vague de manifestations et de mobilisations diverses et variées suite à l'assassinat filmé d'un noir américain en direct par un policier. Tu peux nous décrire un peu aujourd'hui la situation du pays, quels sentiments traversent les Américains, comment ils vivent cette période qui est inédite? Ouais, ouais, c'est une situation qui est extrêmement fluctuante et par bien des aspects inédite. Alors, ça part d'un énième, alors, dans certains journaux, ils appellent ça un fait divers, non, c'est un fait politique en fait, d'un énième meurtre, puisque ça a été qualifié comme ça par le procureur de l'État, d'un Africain-Américain par un policier blanc. Et je pense que pour des raisons à la fois liées au contexte de coronavirus et puis d'une intolérance grandissante de la société américaine à ce genre d'acte, il y a une réaction épidermique qui, dans un premier temps, prend la double forme et de manifestations et d'émeutes. Et ce que je trouve remarquable, c'est qu'au long de la semaine, rapidement, les émeutes disparaissent et on en est maintenant qu'à des manifestations pacifiques. Ça, c'est le premier point. Et face à ça, la réponse de Trump a été de menacer de faire intervenir l'armée, ce qui lui a attiré, pour la première fois depuis qu'il est président en 2016, des désaffections et des contradictions au sein même de son administration. Son secrétaire à la défense, donc, qui est celui qui est supposément chargé d'envoyer l'armée au cas où, a dit qu'il était en désaccord avec ça. Et l'ancien secrétaire à la défense a publié un point de vue dans un journal américain qui est la critique la plus sévère et la plus argumentée venant d'un républicain contre Trump. Donc le bilan, là, pour l'instant, hein, ça change un peu tous les jours. Il y a même une sénatrice qui a également, deux sénateurs qui sont sortis contre Trump. Donc, le bilan, c'est que l'Amérique s'est enfin mobilisée à la hauteur des violences faites aux Africains américains quotidiennement. Et le pouvoir de Trump, on va dire, est chancelant, pour le moins. C'est malheureusement pas la première fois, tu l'as rappelé, qu'il y a des violences policières à l'égard de personnes noires ou de couleur étrangère. Est-ce que la police américaine, elle est littéralement, est-ce qu'elle est raciste ou est-ce que c'est autre chose? Et est-ce que la société elle-même, il y a un racisme qui est enraciné, puisqu'on a vu plusieurs personnalités, bon, moi, une qui m'a marqué, c'est Michael Jordan, mais bon, ça c'est mon enfance qui a pris position en disant justement que le racisme était enraciné dans la société américaine. Oui, oui, Michael Jordan a évidemment raison. On ne peut pas penser ces questions de violence policière et de racisme sans penser à l'origine du pays, à sa fondation. Alors moi, je reviens toujours là-dessus. Au départ, il y a une trahison, c'est-à-dire que dans la déclaration d'indépendance, la première phrase de la déclaration d'indépendance, c'est « Nous tenons pour une vérité évidente que tous les hommes sont créés égaux ». Et 9 ans après, lorsque la Constitution des États-Unis est rédigée, se pose la question de l'égalité réelle de tous ces hommes qui sont sur le territoire des États-Unis. Donc blancs et ceux qui étaient esclaves. Le compromis sur lequel se construisent les États-Unis, c'est le compromis fédéral. On va laisser perdurer l'esclavagisme pour ceux qui le souhaitent. Donc les États du Sud resteront esclavagistes, les États du Nord ne l'étaient plus. Et même pire, dans ces compromis qui sont plus que boiteux d'ailleurs, c'est dans le premier recensement, on compte pour chaque noir, pour chaque esclave, donc 3/5 d'hommes. Voilà, c'est la règle des 3/5 d'hommes. C'est-à-dire que la première république créée avant la Révolution française, la première république créée à l'inspiration des Lumières, et aussi la première république esclavagiste. Donc il y a une contradiction qui est fondamentale dans la fondation des États-Unis. Il y a une matrice raciste qui est là dès l'origine. Après, elle prend la forme de l'esclavagisme jusqu'à la guerre de sécession, que les Américains appellent la guerre civile, c'est-à-dire que ce pays a quand même connu une guerre civile pendant 4 ans sur la question est-ce que les Noirs sont des propriétés ou des êtres humains. Puis la ségrégation pendant un siècle, et là une nouvelle période s'est ouverte avec le mouvement des droits civiques et la signature des lois civiques pour les droits civiques en 65. Il y a un réagencement du pouvoir sur la question raciale, mais fondamentalement, les classes dangereuses, comme on disait en France au XIXe siècle, en Europe, aux États-Unis, ce sont les Noirs.
très clairement. Donc, alors, est-ce que ça fait de la société américaine une société raciste? C'est un point de vue qui est un peu différent pour moi. Autant la matrice raciste est absolument évidente, autant la société américaine est en train de changer énormément, et on le voit aussi à travers ces manifestations. Je pense que ça a dû frapper beaucoup de téléspectateurs ou d'auditeurs de voir tout à coup, là, on n'en parle que de Trump tous les jours, 2 fois, 4 fois par jour, et d'un coup, on voit une Amérique avec des jeunes dans leur diversité, engagés, et on se dit, ah, c'est aussi ça l'Amérique. Donc l'Amérique, en ce moment, est très polarisée, elle est très divisée de tous les points de vue, et y compris sur ces questions, c'est-à-dire qu'il y a une Amérique qui est plutôt blanche, vieillissante, qu'on retrouve plutôt du côté de Trump, évidemment, qui garde ses vieux réflexes ou racistes ou racialistes. Et puis, il y a une Amérique qui plus jeune, plus ouverte culturellement, et qui elle-même, elle produit beaucoup de métissage, on le voit. Hein, il y a plein d'exemples comme ça d'athlètes célèbres ou de personnes. Enfin, bon, ça s'incarne. Voilà. C'est un pays qui aussi en voie de diversification et d'ouverture culturelle. C'est cette jeunesse qui le porte. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu des propos extrêmement durs de l'ex-ministre de la Défense qui dit nous payons les conséquences de 3 ans de naissance adulte à la tête du pays. Comment Donald Trump il gère cette crise? Parce qu'elle s'inscrit aussi dans le cadre d'une future élection présidentielle. Quelles conséquences ça peut avoir et quel est le climat politique sur ça? Ouais. Trump, depuis 2016, il a compris pourquoi il a été élu, c'est-à-dire il a été élu avec 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton. Il a été élu par le système du collège électoral et par 80 000 voix d'avance, c'est-à-dire l'équivalent d'un stade de foot, sur 3 États qui comptent 25 millions d'habitants. Bon. Donc il le sait ça. Il sait que aux élections de mi-mandat en 2018, les démocrates avaient 10 millions de voix d'avance. C'est-à-dire c'est un raz-de-marée hein, en termes de sciences politiques. Et donc il sait qu'il ne gagnera pas en voix. Il sait qu'il doit gagner dans certains États et que la condition de sa survie politique, c'est le maintien d'un bloc, son bloc électoral, qui est minoritaire. Mais il faut le garder soudé. Voilà. Donc, sa stratégie, c'est à chaque fois, c'est ça. On peut lire toutes ses déclarations, tous ses actes, on peut les lire à travers ça. Même quand il décide de passer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, c'est aussi dans cette optique, parce qu'il veut contenter les chrétiens évangéliques qui sont très favorables au gouvernement de Netanyahou et qui votent pour lui à 80%. Donc, quand il va, c'est l'un des épisodes les plus récents, on l'a vu, hein, il a fait débarrasser une place à coup de gaz et d'intervention de la police pour poser avec la Bible. C'est un signal envoyé à ses électeurs évangéliques. Voyez, je suis avec vous, machin. Là, c'est pareil. Il a tenté ça. Alors, à la fois, il y a le coup de la Bible et évangélique. Il y a le coup de la loi et l'ordre. C'est-à-dire, je vais envoyer l'armée. Ça, c'est son côté remake de 68. C'est-à-dire qu'en 68, il y a des émeutes aux États-Unis après l'assassinat de Martin Luther King dans toutes les grandes villes. Et Richard Nixon se présente à l'élection présidentielle pour le Parti républicain face à un parti démocrate qui est déconsidéré parce qu'il a mené la guerre du Vietnam. Donc Johnson ne peut pas se représenter. Et Nixon fait sa campagne sur la loi et l'ordre et la majorité silencieuse. Il y a une minorité bruyante qu'on voit dans la rue et qui brûle. On voit bien la couleur hein, de peau, il n'y a pas besoin de le dire, on sait à quoi il renvoie. Voilà. Et vous, la majorité silencieuse, on voit aussi à quelle majorité il fait appel. Je vais être votre porte-parole. Donc, Trump tente de rejouer ça. Manifestement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que 68, ce n'est pas 2020. Enfin, 2020, ce n'est pas 68 en l'occurrence. Et je trouve que… Alors, je me doutais un peu que ça n'allait pas fonctionner. Je ne pensais pas que ça n'allait pas fonctionner aussi rapidement. C'est-à-dire que… Alors, c'est vrai que la transformation, si je puis dire, des émeutes en manifestations coupe l'herbe sous le pied de Trump, si je puis dire. Maintenant, il va envoyer l'armée. Pourquoi? Il va envoyer l'armée pour réprimer des jeunes qui manifestent, même s'ils défient le couvre-feu, qui manifestent pacifiquement, qui mettent un genou à terre comme Martin Luther King à Selma en 65. C'est injouable pour lui. Voilà. Et donc, et en plus, son appel à la majorité silencieuse, bon, on sait très bien qu'il n'est pas à la tête d'une majorité, mais d'une minorité. Donc, on va voir, hein, ça évolue un peu tous les jours. Je pense qu'il y a vraiment un tournant, très clairement. On le voit, il y a des signes internes au parti républicain, il y a aussi des signes dans les enquêtes d'opinion. Il y a seulement un tiers des Américains qui
apprécie la façon dont il a géré l'affaire depuis une semaine. C'est beaucoup, beaucoup moins que ceux qui pensaient qu'il avait bien géré le coronavirus. Les sondages sur l'élection, alors il va y encore en avoir des dizaines et des centaines d'ici le 3 novembre, hein, mais montrent qu'il décroche. Son équipe est très inquiète sur ce décrochage. Donc je pense qu'on est à un tournant là, de toute façon, c'est clair, de l'histoire américaine, l'histoire courte de ces mois et de ces années, mais aussi, je pense, de l'histoire longue. Et ce qui est en jeu, en fait, là, c'est la fin du cycle de la révolution conservatrice qui a été lancée donc, par Nixon à la fin des années 60 et au début des années 70. Il y a une partie des États-Unis, notamment la jeunesse, sur laquelle tu as beaucoup travaillé. Tu as écrit un livre qui s'appelle Millennials, la jeunesse qui secoue l'Amérique. Et là, tu t'attardes sur le rôle de ce que tu appelles la Nouvelle Amérique, 75 millions d'habitants qui sont nés entre 80 et 2000. Quel rôle aujourd'hui elle joue, cette jeunesse, et quel rôle elle est amenée à jouer dans les années à venir? Ouais. Alors, c'est une génération. Alors, quand je dis génération, maintenant, il faut y intégrer les post-millennials, hein, parce que alors, les générations aux États-Unis sont très bornées, hein, c'est très, très bien organisé. C'est que tu parlais tout à l'heure de Michael Jordan et de basket. Tu as des stats sur tout. Voilà. Et ben, en politique et en sociologie, c'est pareil aux États-Unis. Donc, mais les jeunes qui sont en train de manifester, souvent, sont nés en 98, 99, ils sont des post-millennials. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette jeunesse elle est, disons, les moins de 40 ans même maintenant, hein, sont différentes des générations précédentes, et notamment de la génération des baby boomers qui est née après la Seconde Guerre mondiale. Alors rapidement, elle est différente pour, pour trois raisons. La première, c'est qu'elle est, son expérience commune, c'est la crise de 2008. Quel que soit l'âge, hein, ils avaient 16, 17, 18 ans, ils commençaient à avoir leurs études, soit ils étaient salariés et ils ont été les premiers licenciés. Bon, voilà. Donc l'expérience, c'est l'échec du capitalisme. Leur première expérience. Deuxième, ce qu'il a défini, c'est que c'est une génération qui est née après les réformes de l'immigration des années 60 et qui est, autant les baby boomers sont une génération blanche et noire, autant les nouvelles générations, c'est une génération multicolore, avec l'immigration latino, mais une immigration asiatique qui est aussi forte, et puis surtout des métissages, la mixité. La mixité dans les mariages, mais aussi de la mixité dans la culture. Et on le voit avec une personnalité comme Cardi B qui fait du rap, qui est très engagée aussi en politique d'ailleurs du côté de Sanders, et qui fait du rap sur un rythme de salsa. Donc c'est ça qui la détermine. Et la troisième, c'est que c'est une génération qui est née après la guerre froide. Donc l'alternative au communisme, elle ne se pose plus cette question dans le cadre qui était celui des années 80. D'où le mot socialisme qui n'est plus connoté aussi péjorativement. Et donc on peut très bien aujourd'hui se revendiquer socialiste comme Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez, qui est l'une des figures, et sûrement la principale, c'est celle que j'ai mis en une du bouquin, qui est la figure qui incarne cette nouvelle génération, donc qui a subi les méfaits du capitalisme, qui cherche une alternative politique et qui la cherche du côté plutôt progressiste, hein, du côté plutôt à gauche. Alors ça a commencé un peu avec l'élection de Barack Obama en 2008, hein, même si toute la génération n'était pas encore en âge de voter, mais on a assisté à un vote en faveur d'Obama qu'on n'avait pas vu, des rapports de force au sein des moins de 30 ans qu'on n'avait pas vu depuis 40, 50 ans. Et ça continue, c'est-à-dire que c'est une génération qui se définit très à gauche et qui vote deux tiers, un tiers pour les démocrates. Bon, mais ça c'est le début. Après, ce qu'on commence à voir justement à travers ces manifestations, c'est qu'il y a l'élection, il faut voter et ils votent, mais il y a aussi l'implication citoyenne entre deux élections. Et on est en train de voir qu'en fait, ces jeunes, enfin pas ces jeunes, tous ces jeunes, hein, mais beaucoup de jeunes sont très investis dans les mouvements associatifs, dans les mouvements qu'on appelle de la community aux États-Unis. Mais les community, ça ne renvoie pas à la communauté de couleur. La communauté, c'est la communauté de voisinage ou la communauté de la fac. Ou voilà. Beaucoup de jeunes s'engagent sur la question du changement climatique, énormément. Et maintenant sur la question des violences policières. D'ailleurs, ça peut être les mêmes, hein, qui aussi croisent leurs interventions et leurs actions. Et donc maintenant, la question pour cette génération, ça va être en quelque sorte de prendre le pouvoir dans les urnes en faisant battre Donald Trump, et puis prendre le pouvoir dans l'action concrète et l'organisation. Je pense qu'elle est en train de le prendre. Et, alors, franchement, après la mort de George Floyd, quand les émeutes ont commencé dans les grandes villes,
je me suis dit, si ça dure plusieurs jours, ça va être compliqué de tenir face à Trump qui va jouer justement cette posture de sécuritaire. Et j'ai vraiment été surpris et impressionné par le fait que, je ne sais pas si on l'a bien vu à la télé, je ne regarde pas trop la télé pour te dire, mais voilà, à quel point ce n'est pas un truc spontané, c'est-à-dire que les jeunes ont travaillé sur place. Alors les jeunes, ça peut être 20 ans ou ça peut être 30 ans, je veux dire, je parle de la nouvelle génération, je ne fais pas du jeunisme là. Et à quel point ils ont travaillé pour encadrer ce truc et faire en sorte que ça que ça devienne quelque chose qui ait beaucoup plus de force parce que sans violence et que ça puisse porter le message de Ouais. changement. Mhm. Et on sait que l'histoire, elle est souvent faite de moments qui s'entrechoquent. Et au moment où se passent ces violences aux États-Unis, on a découvert en France le nouveau rapport sur l'autopsie et le décès d'Adama Traoré, où clairement la police est mise en cause. Aujourd'hui, certains font le parallèle. Est-ce qu'on peut le faire entre ce qui se passe avec la police américaine et le comportement de la police française, qu'on a notamment vu en plus en miroir grossissant pendant le confinement? Ouais, je me méfie des analogies dans des contextes historiques différents. Et ma réponse, elle tient en partie dans ce que j'ai dit sur les histoires des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une particularité de la trajectoire historique des États-Unis, qui est celle de l'esclavagisme au fondement même de la société. Je rajoute, si on a une minute, qu'il y a un projet du New York Times qui s'appelle Projet 1619. C'est l'année d'arrivée des premiers, l'importation des premiers esclaves, et qui décrit un peu, qui décrypte comment l'organisation de la société a été influencée par l'esclavagisme. Il montre notamment que sur les questions de maintien de l'ordre, entre guillemets, les polices urbaines du milieu du 19e siècle sont beaucoup inspirées des plantations. Et de la même manière, dans les usines textiles de 1830-1840 du Nord-Est, on s'est aussi inspiré des conditions de travail et des méthodes de travail, d'organisation de travail sur les plantations. Donc c'est vraiment la matrice, ce qui n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas de violence policière. Ce qui ne veut pas dire que, manifestement, il y a une frange assez importante de la police qui a des propos, des comportements racistes. Je ne dirais pas pour la France, mais moi, mon secteur d'expertise, c'est les États-Unis. Je ne dirais pas pour la France que la police est raciste. Je pense qu'il y a du racisme dans la police. Aux États-Unis, dans un pays qui se construit avec 3 millions de blancs et 2 millions d'esclaves, forcément, la condition même de l'organisation de la société, c'est le contrôle social par la justice et par la police. Donc, par définition, le rôle assigné à la police américaine est un rôle de contrôle social des racisés qui étaient esclaves. Donc, il y a deux choses, à mon avis, de nature différente. Encore une fois, ce qui ne veut pas dire que ça n'absout en rien ce qui peut se passer dans la police française. Mais merci Christophe pour nous avoir accordé ce moment et je pense qu'on te retrouvera dans les semaines à venir pour décrypter l'évolution de la situation aux États-Unis puisqu'elle est extrêmement mouvante comme tu viens de le rappeler. Ouais, ouais. Merci à toi. Merci à tout le monde. Au revoir.